Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette quatrième. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Pour cette quatrième journée des AFDI de la souveraineté alimentaire. Cette année, on a choisi le thème du foncier, l'enjeu du foncier agricole ici et là-bas. Juste pour rappel, les précédentes journées d'AFDI, l'an dernier, c'était sur l'installation. L'année d'avant sur le changement climatique, et la première était sur le produire et consommer local. Toujours ici et là-bas. Pourquoi le foncier? Le foncier, c'est essentiel dans l'agriculture. On ne peut pas délocaliser l'agriculture, on est obligé d'être lié au foncier. Donc le foncier est la première des préoccupations d'un agriculteur qui veut s'installer. De savoir où, comment, et grâce à qui aussi. Je pense qu'on va évoquer rapidement les différentes façons d'acquisition entre guillemets du foncier pour l'agriculteur, que ce soit en fermage, métayage ou propriété. Ça, c'est des exemples français. Je ne sais pas comment ça peut se passer, comment ça se passe dans les autres pays, je ne sais pas tout. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Joël Mang pour nous introduire un peu sur la souveraineté alimentaire. Et je vous souhaite un bon débat. Merci. Donc, oui, comme vient de le dire Thibault, ça fait quelques années qu'on fait les journées de la souveraineté alimentaire, et vous voyez que le sujet est loin d'être épuisé, parce qu'en fait, c'est une analyse globale qu'il faut faire et qu'il faut mener tous ensemble. On voit les thèmes qui ont été abordés. Cette année, c'est le foncier agricole, ici et là-bas. Juste pour requalifier ça, parce que tout le monde parle de la souveraineté alimentaire, nos amis africains en parlent depuis bien plus longtemps que nous, mais maintenant le ministère de la souveraineté alimentaire, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on met derrière. Il faut bien faire la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Et souvent, on a entretenu l'ambiguïté. Si on remonte il y a une quinzaine d'années, eh bien, qu'est-ce qu'on nous disait pour nourrir 9 milliards de personnes sur la planète? Et vous voyez l'évolution des courbes, hein. Toute l'Europe, l'Amérique, tout ça, on compte qu'aux années 50, ça va rester à peu près stable. L'Asie, vous voyez qu'elle est en train de culminer, et puis petit à petit, ça va se stabiliser. Mais vous voyez bien que la courbe qui va monter, c'est la courbe de l'Afrique. Et quand on disait qu'il faut nourrir 9 milliards de personnes sur la planète, on disait c'est simple, on met une agriculture intensive dans les zones où il y a les fameux avantages comparatifs, c'est-à-dire un climat qui s'y prête, des terres disponibles, quitte à se les accaparer ou à déforester, et puis vous mettez là-dessus des lois sociales et des lois environnementales laxistes, et avec ça vous pouvez faire des calories pour pouvoir nourrir la planète. Sauf que tout d'un coup on s'est aperçu que ça générait des tas de problèmes, les problèmes environnementaux qui arrivent, les changements climatiques, etc., et les problèmes de migration. Si les gens de l'Afrique qui sont capables de se nourrir, on veut les nourrir à leur place, eh bien il faut qu'on accepte de notre côté qu'il ne reste qu'une solution, c'est celle de la migration. Et donc ça, tout d'un coup, les instances internationales, Fonds mondial, Banque mondiale, etc., qui étaient sur cette logique-là de la sécurité alimentaire, se procurer de la nourriture de base d'où qu'elle vienne dans le monde, eh bien en 2014, ils ont changé complètement, et à ce moment-là, on parle de souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est produire sa nourriture de base en choisissant la manière. Et donc, il est question d'une question d'économie, c'est-à-dire, et on voit bien tout le débat qui est mené chez nous avec les lois Egalim, etc., mais c'est la même chose en Afrique, c'est la même chose en Amérique du Sud, comment arriver à trouver le juste prix qui rémunère le producteur, mais qui est à la portée du consommateur. Donc ça, c'est un aspect économique, là où on va marier la quantité, et puis nous, on y rajoute les problèmes de santé, etc., de qualité là-dessus. Mais on rajoute dessus, et là, ça n'apparaissait pas là-haut, on rajoute l'aspect social. Que deviennent des territoires dans lesquels il n'y a plus de paysans? Que deviennent des territoires français? Je suis lozérien, donc que devienne la Lozère s'il n'y a plus de paysans? Mais que deviennent le Tchad, le Cameroun, etc., s'il n'y a plus de paysans non plus? Donc c'est tout l'emploi, les services, et puis les services induits autour. On est dans une zone de tourisme, on n'aura pas les mêmes paysages s'il n'y a plus de paysans. Et nous, on y rajoute même un aspect culturel, c'est la notion de culture et de bien vivre. La choucroute, ça fait partie de l'Alsace, la potée auvergnate, ça fait partie de l'Auvergne, et ça n'arrive pas sur la table comme ça par hasard. Donc c'est important, et donc si je vais au Cameroun ou ailleurs, je vais retrouver les plats locaux, donc il n'est pas question d'avoir du McDo qu'on va retrouver dans le monde entier, comme on pourrait l'avoir avec une uniformisation de l'alimentation.
Donc ça, c'est une vision, vous voyez, là-haut, c'était une vision analytique, je règle un problème, je mets 2000 calories à 9 milliards de personnes. Ici, c'est une vision globale dans laquelle je règle un problème économique, mais je règle aussi, je prends en compte le social et je prends même en compte le culturel. Et donc, vous voyez que maintenant, effectivement, on a un ministère de la souveraineté alimentaire. Là aussi, quand on regarde, alors quel est le problème qu'on a aujourd'hui? Vous voyez que l'agriculture, les paysans dans le monde, c'est 2 milliards de personnes qui travaillent, de paysans qui travaillent avec la daba ou la machette, donc de façon très... C'est 500 millions de paysans qui travaillent avec la culture attelée, 50 millions de paysans qui travaillent avec ça. Et vous voyez qu'on avait pensé à un moment, nous, c'est vrai, les pays du Nord, on pensait que c'était nous qu'on avait vocation à nourrir la planète. On avait oublié que tous ces gens-là, ici, et ceux-là, disent, mais nous aussi, on est capable de se nourrir. Et donc, laissez-nous faire ce travail-là, qu'on puisse s'occuper d'abord de se nourrir nous-mêmes et de nourrir nos populations autour de nous. Et on voit même arriver, donc tout ça, c'est ce que je mets sous le vocable agriculture familiale. Depuis 2014, on a rajouté un S, donc parce qu'on voit bien la diversité en France, mais on voit bien la diversité en Afrique et ailleurs. Mais on va dire tout ça, c'est les agricultures familiales. Mais on voit surgir de plus en plus quoi? Les agricultures de firme. C'est-à-dire là, on met de la grosse finance, et là, on est dans la sécurité alimentaire, et on est dans la spéculation. Et Poutine nous a rappelé ce qu'avaient déjà dit les Américains à un moment, c'est que l'alimentation est une arme de destruction massive. Donc là, vous voyez qu'on est sur d'autres enjeux. Et actuellement, on va dire que 70% de l'alimentation provient de ça, 30% de l'alimentation vient d'ici. Quel est l'équilibre qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut laisser se développer ça et faire disparaître ça, ou est-ce qu'au contraire on maintienne un équilibre là? Édition suivante. Voilà. Et on vit un moment qui est assez extraordinaire aujourd'hui. Pour moi qui fais de la coopération depuis 50 ans, c'est la première fois que je vois ça. Je vois 5 courbes qui sont en train de se rejoindre. Vous voyez, ici, vous voyez bien qu'il y a un débat chez nous en France entre le producteur et les consommateurs. Et ce débat est assez difficile parce que les producteurs finissent par être sur la défensive face à la société, et la société ne comprend plus les agriculteurs. Il m'a suffi de faire quelques visites avec des gens qui ne sont pas du milieu agricole dans le salon ici, pour avoir des questions qui sont pour le moins auxquelles on ne s'attend pas forcément. Mais vous voyez qu'il y a cette interrogation. Ici, si je vais en Afrique, moi je connais bien le Cameroun par exemple, là ça a démarré avec la crise du poulet congelé, eh bien le citoyen et le consommateur s'est interrogé là-dessus. Qu'est-ce que je mange? Le poulet qui est à la base, ouais, je mange des poulets sans tête ou des poulets tête ailleurs, comme il disait, mais qui sont congelés, qui ne correspondent plus aux poulets de la bicyclette. Et le producteur, qu'est-ce qu'il devenait là-dedans? Et nous, les ONG, ici, et je mets un petit, mais pas tout seul, on essayait de faire le lien entre le Nord et le Sud, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on se rejoint tous sur la même question. Quel paysan on veut demain, ici et là-bas, par rapport à quel type de production, vous voyez bien le débat, par rapport à quel type d'alimentation, quel type d'environnement, quel type de la vie des territoires, et au fond, quelle société on veut. Voilà. Et donc, à cette réponse-là, vous revenez à la diapo d'avant, vous avez 2 types de réponses. Soit vous y répondez par les agricultures familiales avec tous les enjeux qu'il y a, soit vous y répondez par celle-là. Mais il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte particulier. Le dernier qui avait un GPS, c'était le nuage de Tchernobyl. Vous vous rappelez, le nuage de Tchernobyl, il a épousé les frontières, là, mais apparemment le changement climatique n'a pas de frontières. Les problèmes de la gestion de l'eau n'ont pas de frontières, les problèmes de l'énergie, on voit bien que ça n'a pas de frontières, donc ça veut dire que c'est autant de problématiques qui se posent à nous aujourd'hui, au-delà de l'alimentation, et qu'on va devoir résoudre ensemble. Et c'est pour ça qu'on essaie chaque année dans ces journées de la souveraineté alimentaire, chaque année on prend un point, et on essaie de faire un point sur ce point-là, et de l'ajouter à la réflexion, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on veut continuité sur la souveraineté alimentaire. On ne dit pas, l'an dernier il y avait un débat et puis on l'oublie et cette année on en fait un autre. Non, on les additionne pour pouvoir arriver à faire une synthèse à la fin de ce débat-là. Voilà. Je voudrais dire pour la table ronde juste qu'on s'est peut-être un petit peu planté sur la communication interne, mais par contre le fait que ça soit filmé, ça va être utilisé et ça va être diffusé largement. Donc je pense que c'est important de mener le débat parce que les arguments que vous allez développer les uns les autres, ils vont être repris autrement que si la salle était pleine là. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver à avoir vous allez nous apporter des éléments importants sur ce débat. François.
Merci Joël pour cette présentation de la situation. Je crois que l'important maintenant, c'est de rentrer dans le domaine du foncier. Thibaut a très bien présenté l'enjeu du foncier pour à la fois nourrir la population, apporter l'alimentation pour tout le monde, mais aussi l'enjeu du foncier pour permettre aux agriculteurs d'être en capacité de produire. Et le foncier, ça concerne à la fois la problématique de protéger le foncier agricole vis-à-vis de tout ce qui est artificialisation, destruction des sols, etc. On va y venir. Et puis, la problématique de l'accès au foncier des producteurs. Alors, bien sûr, des producteurs en place, mais surtout et aussi des nouvelles générations, et donc l'accès au foncier des jeunes. Je propose qu'on aborde ces deux questions en deux temps. Un premier temps autour de la protection du foncier agricole, et puis un deuxième tour de table autour de tout ce qui est comment permettre l'accès au foncier pour les agriculteurs. Pour cette table ronde, donc, nous avons M. Hartine, qui a accepté d'être parmi nous, est éleveur, il se présentera tout à l'heure, éleveur, investisseur, et il a un gros projet au Tchad, et il est aussi ancien ministre de l'élevage au Tchad. Jérémy Giroux, qui est jeune agriculteur, vice-président national, président de son département, de Rhône. Oui, président du comité technique affaires du Rhône, et qui est spécialiste quand même des aspects fonciers, et qui va pouvoir nous parler aussi des problèmes de foncier agricole en zone fortement périurbaine, puisqu'il y a toute la métropole de Lyon qui a un impact très important dans le Rhône. Didier Imbert, alors, qui est président du comité technique affaires du Puy-de-Dôme, qui est agriculteur, mais qui est aussi maire de sa commune, Clairlande, et qui pourra nous parler des aspects documents d'urbanisme, protection du foncier et utilisation de toute la réglementation pour maintenir le foncier agricole. Et Jean-François Gaffard, qui est trésorier de Terre de Liens Auvergne, et qui pourra nous parler de l'action de Terre de Liens. Agriculteur retraité aussi. Nous avons 4 agriculteurs à la table ronde. Première question qui me paraît importante, c'est le foncier agricole. Qu'est-ce que c'est? Comment défendre le foncier contre toutes les agressions, artificialisation des sols, chose qui est relativement importante puisqu'on en est pratiquement à un département tous les 10 ans qui disparaît. Et comment on peut jouer avec les différents outils là-dessus. Didier Imbert, peut-être en premier. Oui, oui, en même temps, oui. Il y a Avant tout, Didier, tu présentes ton exploitation, qui tu es et ce que vous faites. Voilà, alors donc moi j'arrive en termes de mon exploitation dans la mesure Shanghai qui est mon fils sur une exploitation de production végétale en Limagne. Donc on est sur 140 hectares. Donc je vais sortir du GAEC et c'est ma belle-fille qui va me remplacer en fin d'année. Voilà, donc moi sur l'exploitation aujourd'hui on était plutôt en production de céréales de qualité tout en contrat avec la coopérative Limagra. Donc que ce soit en production de semences ou en production donc, de blé ou maïs qui sont traités au moulin à proximité d'exploitation. Après, j'ai eu un engagement syndical donc, au niveau des GIA dès que j'ai été installé. Aujourd'hui, je représente donc la FNSEA du Puy-de-Dôme, donc à la SAFER comme président du comité technique de la SAFER du Puy-de-Dôme. Donc, si je prends aussi ma casquette de maire, il y a 22 ans que je suis maire de ma commune, donc on a travaillé sur différents documents d'urbanisme, disons en répétition, parce qu'on a commencé par mettre en place un plan d'occupation des sols au niveau communal, et arrivé après à la formation des communautés de communes, où on a travaillé sur un périmètre donc un peu plus important à l'échelle de 14 communes, donc en mettant en place un plan aussi, un PLU, un plan d'urbanisme. Et sur une deuxième évolution des communautés de communes qui se sont regroupées, aujourd'hui on vient de réaliser un document sur 31 communes, donc un PLUI, donc plan d'urbanisme sur ces 31 communes,
et avec une prise en compte à chaque étape différente voilà, du besoin de sécuriser et de protéger le foncier agricole. Donc aujourd'hui on trouve des zones avec un foncier agricole protégé, donc des zones agricoles. Les ZAP, oui. Voilà, des zones agricoles protégées. Et d'autres, donc après discussion avec les agriculteurs sur le terrain, en projetant leurs besoins en termes d'équipement, en termes de bâti, donc on a des zones qui sont agricoles constructibles, mais qui sont de plus en plus limitées. Et peut-être pour compléter sur cet aspect-là, dans le Rhône, où la pression de l'agglomération de Metz pèse beaucoup, Jérémy, est-ce qu'on peut dire des choses complémentaires? Il y a beaucoup de choses à dire, je vais peut-être faire comme Didier, peut-être me présenter. Tout à fait. Donc Jérémy Giroud, donc je suis viticulteur dans le nord du département du Rhône, sur une exploitation familiale de 15 hectares, répartie en deux productions. Une partie Gamay, faire du Beaujolais Village, et l'autre partie Crémant de Bourgogne avec du Chardonnay et du Pinot Noir. Donc, voilà, et puis autrement j'ai été pas mal investi, je suis pas mal investi au niveau des GIA, du département et puis de la région. Aujourd'hui je suis vice-président des jeunes agriculteurs nationaux en charge du dossier renouvellement des générations. Toute la partie relations publiques avec les deux assemblées et les ministères, et un référent sur coordinateur pour le syndicat sur la nouvelle loi, pacte et loi d'orientation et d'avenir agricole qu'on travaille depuis déjà au moins un an, avec une partie accès au foncier, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, et puis président du comité technique de la SAFER du département du Rhône. Sur la partie périurbaine de Lyon, les problématiques, en fait, il y a une grosse problématique aujourd'hui sur lesquelles on essaie de travailler, c'est que les villes, elles ont besoin de se développer, comme Didier le disait, sur les communes, que ce soit les communes ou que ce soit les villes. Et on a une problématique, c'est comment faire prendre conscience, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure avec la souveraineté alimentaire, que le foncier est utile et on en a besoin. Et aujourd'hui, sur la périphérie lyonnaise, comme ça pourrait être sur les autres périphéries des grandes villes, on a des propriétaires qui gèlent leur terrain, mais qui ne les louent plus à des agriculteurs. Qui ont toujours l'espoir de pouvoir les vendre pour pouvoir les vendre à l'urbanisation. Enfin, on va employer le vrai mot, hein, l'urbanisation, et c'est tous des terrains qui sont sur la périphérie, autour de Lyon, sur la périphérie lyonnaise, qui étaient des terrains à terme maraîcher, souvent qui sont irrigables, puisque sur tous les terrains il y a un fort réseau d'irrigation. Donc en fait c'est tous des terrains aujourd'hui, une grande partie des terrains, pas tous, hein, mais une grande partie des terrains qui sont en friche, aujourd'hui sur lesquels on fait un travail, mais le travail est long sur la terre inculte, mais c'est un travail qui est long à mettre en place, il faut prouver, c'est un processus qui met au minimum 10 ans pour pouvoir récupérer le terrain et pouvoir le redonner à l'agriculture. Et il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr, on parle de souveraineté alimentaire, vous l'avez clairement dit, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau citoyen, qu'il y en a encore qui n'ont pas pris l'importance du sujet sur la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on l'a vu pendant la crise Covid, hein, les supermarchés, je ne les ai pas vus vides. Hein. Et je pense qu'en France, on a un peu le syndrome du ventre plein. Et en fait, les gens, il y a à manger. Donc, en fait, il y a la prise de conscience, accès foncier, parce que pour les exploitations, c'est central, et vous l'avez dit aussi, si on n'a pas de foncier, les exploitations ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas produire pour nourrir. Mais en fait, il y a aussi un deuxième sujet. Et la slide que vous aviez, où il y avait les tracteurs et l'agriculteur ferme là. Je pense que cette slide, elle est révélateur, mais je pense qu'on peut la prendre dans les deux sens. En fait, comment on fait prendre conscience aux gens qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Mais en France, je pense aussi qu'on a on veut des choses, mais on ne veut pas les voir faire en France, en fait. On ne veut pas qu'on les produise en France. C'est pas un reproche, chacun pense ce qu'il veut, et heureusement, on est dans un pays démocratique. Mais aujourd'hui, je prends souvent l'exemple du poulet. Sur 3 poulets, on en importe 2. Parce qu'on ne veut plus voir des poulets de batterie ou des poulets industriels. Mais en fait, c'est la demande globale de la société française. On a voulu faire une agriculture d'élite, mais quand on veut faire une agriculture d'élite, il faut être en capacité de pouvoir se la payer, l'agriculture d'élite. Donc en fait, la chose, c'est comment
dans quel sens on se met, les deux, le schéma est vrai, mais c'est comment on le perçoit et comment la population française le perçoit en fait. Et dans le schéma tel que l'a présenté Joël Magne, on voit bien l'histoire de la balance. Il faut savoir, en fait, où mettons le curseur entre les deux. Merci pour cette intervention. Ça ouvre tout à fait la porte à l'intervention de M. Artine, qui est Monsieur le Ministre. Vous êtes au Tchad, donc dans un contexte différent, avec certainement un problème aussi de protection du foncier. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la situation, enfin, qui vous êtes, ce que vous faites, et puis quelle est la situation au Tchad et quel est le problème de la protection du foncier, sachant qu'on peut avoir deux types d'agressions, l'artificialisation des sols, mais aussi la dégradation des sols. Je vous remercie. Bon, moi c'est M. Amir Abdoudou Artine. Je suis un éleveur, donc c'est plutôt un élevage extensif. Donc la ferme a plus ou moins 3000 têtes et nous travaillons sur deux espaces, un de 1000 hectares et un de 1500 hectares. Mais évidemment, c'est un autre type de production que le vôtre ici. Et vraiment là, on touche en ce moment le vrai problème qui se pose chez nous. Tout d'abord, cette notion de sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Ça, c'est un problème sur lequel les autorités publiques sont en train de travailler très très fortement. Et ce problème est véritablement apparu après la crise du Covid. Parce que dans un premier temps, il y avait toutes ces organisations mondiales qui s'arrangeaient à ce qu'il n'y ait pas de famine d'un coin à l'autre. Et comme on l'a si bien donné dans la présentation de départ, c'est que dans le monde, il y a suffisamment de nourriture que pour nourrir tout le monde. Et donc, on fait un peu le système des vases communicants. Mais avec le Covid, où tout s'est interrompu, cette notion n'était plus vraie. Et donc, les territoires qui n'avaient pas de production se retrouvaient tout de suite en carence et dans une véritable carence de l'inexistence de cette denrée-là. Et nos territoires étaient parmi ceux qui étaient véritablement impactés parce qu'en plus de ça, le Tchad étant un pays enclavé, donc le premier port était à 1300 km de notre frontière. Et donc, cet arrêt momentané du transport mondial vraiment nous a fait paniquer, et si le Covid avait perduré un peu plus, je pense que ce serait une véritable catastrophe. Et donc, cette notion de souveraineté alimentaire est vraiment au vif du sujet, et on cherche maintenant à voir comment est-ce qu'on peut allier sécurité alimentaire, mais pas seulement la sécurité alimentaire, également la souveraineté alimentaire pour pouvoir avoir cette indépendance. Il est vrai que chez nous, la législation n'est pas encore aussi bien fixée qu'ici, et nous sommes au niveau foncier dans un arbitrage qui est vraiment d'actualité. Nous avons l'arbitrage parce que d'abord, notre mode de production entre l'agriculture et l'élevage. Parce que comme vous le savez, chez nous, l'élevage est un élevage à 90% extensif, et donc nous avons besoin de couloirs de transhumance, nous avons besoin des aires de pâturage, et donc il faut d'abord faire l'arbitrage entre l'agriculture et l'élevage et voir quelles sont les zones agricoles et quelles sont les zones de pâturage. Et nous avons constamment des conflits agriculteurs-éleveurs du fait de la pression humaine. Et donc, ce qui fait que là également, l'urbanisation aidant, quels sont les espaces qu'on peut réserver à l'urbanisation et au développement des villes. Et à ces trois éléments, il y a un quatrième élément qui est valable et sur lequel nous avons pris véritablement conscience, ce sont les zones, les zones écologiques. Parce que en ce moment, le Tchad est vraiment en avant pour pouvoir mettre des zones pour la conservation. Nous avons une faune, nous avons une flore immense, et le Tchad a quand même décidé de mettre en place des parcs nationaux de conservation. Notamment, on a un très grand parc national
de Zakuma. Et il y a 3 autres parcs qui ont été décidés. Et donc ça également, ce sont des espaces qui généralement sont arrachés aux zones de pâturage et donc qui sont enlevés à l'agriculture communément, comme vous dites ici. Et donc nous sommes un peu dans cet arbitrage-là entre zone agricole, zone d'élevage, zone de la conservation et les zones urbaines. Et notre législation est toujours très très en retard. Et donc aujourd'hui, dans les textes, la terre appartient à l'État, mais dans les faits, ce n'est pas aussi clair et net que ça. Et donc, peut-être un mot rapide sur le rôle des chefs de terre et l'affectation dans les familles. Bon, disons comme je l'ai dit, voilà, ça ce sont un peu les grands arbitrages que l'État doit amener. Et donc ces arbitrages-là ne marchent pas très bien parce que dans la pratique, la terre appartient avant tout aux paysans. C'est-à-dire que quand vous avez votre champ, le champ vous appartient et le champ est sous l'autorité d'un chef de terre. Et donc maintenant, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Donc commencer par voir le propriétaire du terrain. Une fois qu'on a l'accord avec le propriétaire du terrain, maintenant voir avec les chefs de terre pour qui vous les attribuent. Et une fois que vous avez fait tous ces aspects-là, c'est là où maintenant vous allez vers l'État uniquement pour régularisation. Alors que dans les textes, c'est l'État qui attribue, mais dans la réalité, l'attribution est faite beaucoup plus en bas et l'État n'est plus que régulateur de tout cela. Et évidemment, tout ça doit se faire dans ce schéma de répartition entre les 3 grands espaces qu'il va falloir définir. Donc bien que nous avons beaucoup d'espace, bien que nous sommes très peu nombreux, cet arbitrage-là s'avère être vraiment nécessaire pour qu'on puisse aborder ce problème de la souveraineté alimentaire et donc le tout est véritablement lié. Donc voilà ce que je Merci Monsieur le Ministre. Peut-être avant d'attaquer les aspects de transmission du foncier et autres, j'aimerais passer à... Jérémy Giroux a bien ouvert la question tout à l'heure en parlant de la société qui a du mal à prendre en compte cet aspect nourricier de la terre et l'importance de la protéger. On a une association, Terre de Liens, qui a comme objectif notamment d'essayer de mobiliser de l'épargne pour réaffecter des terrains à l'agriculture. Est-ce que Jean-François Gaffard, vous pouvez vous présenter et nous dire rapidement l'action de Terre de Liens? Oui, je vais me présenter rapidement. Alors, j'ai été agriculteur en Franche-Comté toute ma carrière. Actuellement, je suis retraité en Auvergne, dans le Cantal. Alors, moi, je vais parler de Terre de Liens. C'est moi un point de vue assez différent, puisque Terre de Liens, c'est un mouvement de citoyens. Donc, c'est vraiment la société civile qui s'empare de la question du foncier agricole. On a un discours qui est assez clair et que j'articule en 4 points. La terre, c'est un bien limité et il y a des usages concurrentiels. Et nous, on défend qu'il faut faire extrêmement attention à l'usage agricole de ces terres, parce qu'une fois qu'elles sont artificialisées, pour qu'elles reviennent à un usage agricole, on peut toujours s'accrocher. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a aussi envie, en tant que citoyen, d'avoir une agriculture qui soit moins violente à l'égard de l'environnement, de la biodiversité. Le troisième point auquel on fait extrêmement attention, c'est qu'on considère qu'il faut aussi un accès équitable au foncier. C'est-à-dire que on voit de plus en plus en France de concentration d'exploitation agricole et alors que l'activité agricole peut intéresser des gens qui ne sont pas du milieu agricole, et ben l'accès au métier de paysan est devenu de plus en plus difficile. Et le quatrième point, on est aussi un mouvement d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on prétend que tout citoyen est légitime à interroger l'activité agricole, à condition qu'il se forme, à condition qu'il soit de bonne foi. Hein,
Et alors, on pourrait nous dire, ben, vous êtes que dans le discours. Non, on n'est pas que dans le discours, parce que depuis 20 ans, on s'appuie sur des outils qu'on a montés en faisant appel à de l'épargne citoyenne, de l'épargne publique, pour permettre à des gens qui n'ont pas les capacités financières de s'engager dans l'agriculture, pour leur permettre d'être soulagés d'un investissement foncier. Par contre, on leur apporte la sécurité de l'accès à l'outil de travail. C'est-à-dire que Terre de Liens étant une personne morale, eh ben jamais Terre de Liens ne reprendra les terres à ses fermiers pour les exploiter par elle-même. Terre de Liens est quand même très exigeant, puisqu'il ne met à bail que des exploitations en agriculture biologique avec un bail à clause environnementale où la certification biologique est demandée. Et que, en fait, c'est un engagement de carrière qui est largement supérieur à ce que peut faire l'État, à ce que peut demander l'État pour accorder les aides à l'agriculture biologique. Voilà. Et donc, le mouvement Terre de Liens est sur 3 piliers. Des associations territoriales régionales avec des bénévoles et puis des petites équipes de salariés. Une entreprise reconnue d'intérêt économique général au sens de l'Union européenne, c'est la foncière Terre de Liens, qui va faire appel à l'épargne publique et acheter le foncier. Et une fondation reconnue d'utilité publique qui est capable de recueillir des legs et des dons. Voilà. Et c'est aujourd'hui, Terre de Liens, c'est à peu près 9000 hectares sur l'ensemble de la France, c'est plus de 600 paysans qui travaillent le foncier. Alors c'est pas une solution qui peut convenir à tout le monde, hein, mais c'est une façon d'accéder au métier et au foncier agricole en étant protégé. Alors effectivement, il y a aussi la question pour les fermiers. Les fermiers, ils savent qu'ils ne deviendront pas propriétaires de ces terres, de Terre de Liens. Il faudra que peut-être ils pensent à leur fin de carrière d'une manière autre qu'en comptant sur un capital foncier. Merci, M. Gavard. Je crois que c'était très clair. Et puis, ça vient compléter un peu les interventions des 3 autres intervenants. On a des situations très diverses. Je pense qu'avant de rentrer un petit peu dans les aspects un peu plus transmission du foncier et autres, ça serait intéressant peut-être de parler de la législation française. On a quand même la question des structures est quelque chose qui nous occupe depuis plus de 60 ans. Et on a eu les commissions des structures qui se sont réunies, on a un certain nombre de règlements qui s'appliquent, on a la loi sur le fermage, qui est quand même une loi extrêmement importante. Est-ce que, Didier Imbert, vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, je pense que Jérémy pourra compléter, mais c'est vrai que la question qui s'était posée, et le prédécesseur, sur le besoin de garantir l'accès au foncier, donc ça a été la création des SAFER, donc en réunissant autour de la table tous les acteurs du monde agricole, donc qui sont venus avec l'appui de l'État, mettre en place cet organisme, donc qui a bien évolué au cours des temps aussi. Donc, excusez-moi, expliquez ce que veut dire SAFER. Oui, SAFER, je pense que pour les gens qui regarderont la vidéo après, c'est important d'expliquer. C'est une société d'aménagement foncier agricole, voilà, au niveau de nos territoires et qui est organisée dans chacun des départements français. Et donc qui a bien évolué depuis les années 50 à aujourd'hui, au niveau de sa façon de fonctionner, de ses statuts. Donc si on parle d'aujourd'hui, un département comme le Puy-de-Dôme, qui est organisé autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une structure aujourd'hui qui dans chaque département, dans le Puy-de-Dôme, il y a une dizaine de salariés qui travaillent à la SAFER. Peut-être rapidement, la surface concernée chaque année par les transmissions par la SAFER? Oui, c'est assez variable.
pour un département comme le Puy-de-Dôme, ça peut représenter 1 millier d'hectares à peu près, quoi. Bon, mais c'est vrai que d'une année à l'autre, c'est assez variable, parce qu'on va traiter des affaires avec des parcelles qui vont faire une dizaine d'arts, et puis on a quelques exploitations d'une centaine d'hectares. Mais d'un département à l'autre, si on prend le département voisin qui est l'Allier, tout de suite on travaille sur des exploitations beaucoup plus importantes. Ouais. Et donc l'évolution qu'il y a eu en termes des affaires, qui donc intervenait plus sur du foncier agricole, intervient aussi aujourd'hui sur tout ce qui est biens ruraux. Voilà. Et donc il y a une partie donc, de la mission qui est sur l'installation des jeunes et sur l'agrandissement des exploitations en deuxième terme, et après donc sur les biens ruraux, et puis il y a une partie, un troisième volet qui est la partie environnementale. Donc au niveau des schémas des structures, c'est un schéma qui a bien évolué, qui a été rediscuté l'année passée. Donc pour un département comme le Puy-de-Dôme, donc la surface de référence c'est 54 hectares. Donc aujourd'hui, donc si on a à discuter pour l'orientation d'un bien foncier sur une exploitation agricole, on va regarder d'abord en priorité l'accès au foncier pour les jeunes qui veulent s'installer, sous condition bien sûr qu'on ne les envoie pas au casse-pipe et qu'il y a une installation économiquement viable derrière. Et donc en fonction des surfaces après des autres candidats, donc soit installer sur un certain nombre d'hectares, soit des candidats à la restructuration qui ont aussi 20, 30, 50, 100, 200 hectares, on va donner des rangs de priorité donc, pour l'attribution de ce bien. Et donc le comité technique qui se réunit une fois tous les mois et demi, voire tous les 2 mois, va prendre en compte les différents dossiers, va examiner la position des différents candidats pour proposer donc l'accès à ce foncier, voilà, en priorité aux jeunes et après à la restructuration. Merci. Jérémy, des éléments complémentaires? Je pense que Didier a plutôt bien résumé. Et en fait, la question que vous posez aujourd'hui, dans les années 60, quand on a assisté à la création des SAFER, c'est clairement la question qui se posait déjà. En fait, c'était déjà l'accès au foncier et pas le concentrer, pas avoir une concentration sur, on va dire, ceux qui avaient un pouvoir financier supérieur aux autres. Et en fait, ces affaires se sont créées à la base, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais quand Jean Gabin voulait acheter son haras en Normandie, et en fait, l'élément déclencheur qui a fait, les jeunes agriculteurs ont impulsé ça, et après ça a été repris, mais l'élément déclencheur, ça a été ça en fait. Comme il avait de l'argent, il voulait écraser les voisins, il voulait racheter les terrains, et en fait, c'est ça qui a fait et qui a permis la création des SAFER et ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais après, sur le cheminement des SAFER, Didier l'a plutôt bien résumé, et je pense que, j'en suis même persuadé, mais si aujourd'hui, en France, on a le prix du foncier le plus bas d'Europe, les SAFER n'y sont pas pour rien non plus. Parce que quand on fait des préemptions en révision de prix, aujourd'hui c'est clair qu'on n'a plus peut-être les pouvoirs qu'on pouvait en avoir, enfin pouvoir, entre guillemets, mais les actions qu'on pouvait avoir des années 60, puisqu'il y a eu une réforme 98, 2004, 2012, puis 2014, avec un certain nombre de contraintes qui nous ont été attribuées, puisqu'on est mission de service public aussi. Oui, mission de service public. Et en fait, on travaille sur deux régimes, et le code du commerce et le code rural. Et il faut composer, et on ne fait pas, alors des fois on peut entendre ici et là, les SAFER-ci, les SAFER-là, mais on ne fait pas ce qu'on veut en fait. Quand une décision est prise en comité technique, elle passe devant le commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement regarde si on a respecté les règles qui sont en vigueur, notamment sur le schéma régional des structures et les ordres de priorité. Si on n'a pas respecté, il refuse la vente, et après c'est remis à la discussion. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et la question que je pose souvent, parce que c'est souvent qu'on est pris, on va dire, à partie sur le questionnement et sur le fonctionnement des SAFER, je pense qu'un certain nombre, même des représentants d'élus ou autres d'organisations professionnelles, ne savent pas ce qu'on fait dans les SAFER en fait. Ils prennent la chose, 5 candidats sur un bien, il est attribué à un. Forcément que sur 5, c'est comme à la loterie, hein. Quand on a 1 million à jouer et qu'il n'y en a qu'un qui gagne, les autres sont déçus. Moi je dis pas que c'est des déçus, je dis que c'est presque des mal servis, mais c'est des gens qu'il faut avoir de l'attention sur eux,
puisque s'ils sont intéressés à ce bien-là, c'est qu'ils ont un réel besoin de foncier, ils veulent développer leur exploitation ou ils veulent s'installer. En général, l'installation elle est prioritaire. Et comme le disait Didier, on regarde aussi la faisabilité de l'installation, si économiquement, si elle est viable, vivable, et bon, et par la suite transmissible, mais il faut aussi remettre les choses dans le bon ordre. Le prix du foncier, on a le plus bas. En moyenne, en France, on est une fourchette parce que ça va dépendre des territoires. Et ce qui fait beaucoup monter la fourchette, c'est le nord de la France, avec toute l'industrie de la pomme de terre. Alors ça fait. Et ils ont un fonctionnement du foncier qui est bien plus compliqué. Et on essaye, tant bien que mal, d'enrayer les choses. Mais aujourd'hui, on a les pays étrangers qui viennent investir chez nous. Donc c'est plus compliqué. Quand par exemple, aux Pays-Bas, on est à 70 000 € l'hectare. Au bas mot, que chez nous en France, on est la moyenne c'est entre 3 et 8 000 € le foncier. Alors après sur les parties viticoles, c'est complètement à part parce que là on est sur des sommes, tout dépend des crus et voilà. Mais après faut bien se mettre ça, faut bien se le dire. Et quand des fois j'entends des agriculteurs, le prix du foncier il est cher. Mais il faut aussi se poser les questions, aussi se dire qu'on a des outils qui ont fait. Et souvent je dis la question, et si les SAFER n'existaient pas, comment ça serait? Oui, donc un rôle quand même de modération forte et qui permet à l'agriculteur d'avoir quand même accès à l'outil de travail. Alors, vous avez parlé achat, vente, donc le rôle principal des affaires, c'est évident, c'est réorienter le foncier. Il y a tout un travail qui a été fait aussi sur l'intermédiation locative. Vous pouvez peut-être en dire deux mots, parce que tous les agriculteurs ne sont pas capables d'acheter. Oui, alors pour compléter simplement ce que disait Jérémy, donc nos deux tutelles, le ministère de l'Agriculture et aussi le ministère des Finances, pour avoir une régularité sur les prix. Voilà. Donc après, au niveau d'intermédiation locative, il s'est posé la question aujourd'hui d'avoir un certain nombre de propriétaires qui ne savaient pas trop à qui louer leurs biens, à choisir des fois entre plusieurs candidats, entre plusieurs voisins avec qui s'entendaient bien. Donc ils donnent ce bien en gestion à la SAFER, qui va faire appel à la candidature et qui va choisir, donc de la même façon en respectant le schéma des structures. Donc le schéma de structure vous donne des rangs de priorité, donc je disais l'installation, la surface, la proximité. Donc soit vous êtes voisin, soit vous êtes à 1, 2, 3, 5 km. Donc chaque fois vous descendez de case. Et à ce moment-là, on va attribuer le bien en location. Et donc, c'est la SAFER qui sera intermédiaire pour verser le fermage chaque année au propriétaire. Et donc, ça permet de réguler aussi et puis d'orienter au mieux vers ceux qui en ont le plus besoin en termes d'agrandissement. Parce qu'il est souvent difficile d'installer quelqu'un sur un bien en intermédiation locative. Voilà. Merci. Bon, peut-être passer tout de suite à l'installation des jeunes. Jérémy, le problème de l'accès au foncier pour les jeunes, bon, on a vu au niveau des comités techniques SAFER, les jeunes sont prioritaires à l'Est. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont prioritaires que ça règle tout, puisqu'il faut quand même trouver le moyen de financer le foncier. Est-ce qu'on peut en parler et puis dire un petit peu ce qui se fait jour là avec les dernières annonces du ministre et les 400 millions qui vont être affectés à la transmission foncière? Sur la transmission foncière et sur l'accès au foncier, c'est un enjeu qui est primordial, puisque si les exploitations n'ont pas de foncier, on le disait tout à l'heure, elles ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas nourrir le pays, ce qui est chose première. Sur l'accès au foncier, de par les annonces du président de la République qu'il avait fait au Terre de Gym à Outarville sur un travail sur l'installation et la transmission, on essaye de travailler sur un certain nombre de mesures. Bon, ils ont fait les annonces des 400 millions d'euros qui seront attribués, ces 400 millions d'euros, sur le portage foncier. Donc, quand je dis portage foncier, c'est portage en général. Pour justement avoir l'accès au foncier, ça, c'est de l'acquisition, on va dire, le jeune, il veut acquérir. Après, on a la deuxième partie, qui est sur installation-transmission. Aujourd'hui, on assiste à des exploitations qui se sont développées, et c'est très bien, il n'y a pas aucun mal à ça.
qui se sont développées et qui il ne faut pas avoir peur aussi de dire certaines exploitations qui gagnent de l'argent, il ne faut pas non plus avoir peur de le dire, heureusement, autrement si on ne gagnait pas d'argent, on ne serait pas là. Il faut aussi dire la vérité. Et ces exploitations sont développées, c'est comment demain on les transmet. Quand on a quelqu'un qui cède, on est parti en fait du cédant, de se dire, il cède, mais comment et à quel prix? La personne qui a développé son exploitation, l'exploitation elle a un coût, et il a investi dans les bâtiments, dans du matériel, et c'est comment on la transmet, puisqu'aujourd'hui il y a certaines exploitations qui sont presque, on ne va pas dire intransmissibles, mais c'est compliqué de les transmettre. Donc aujourd'hui on essaie de travailler donc avec les services du ministère, notamment Finances et Agriculture, sur le fait d'avoir des dégrèvements de charges, notamment déjà fiscales, sociales, donc MSA sur la partie sociale, et notamment fiscale sur la transmission, donc sur les plus-values, sur les bâtiments, comment où on met le curseur et qu'est-ce qui est possible de faire pour que la transmission se fasse dans les meilleures conditions, que tout le monde y trouve son compte et que l'exploitation elle continue de perdurer. À Terre de Liens, vous avez réfléchi sur cette installation, et puis vous disiez 2 mots tout à l'heure sur l'orientation un peu vers un mode de production agroécologique, voire biologique. On a un point de vue là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 exploitations agricoles en France. Est-ce que demain on en veut 200 000 ou est-ce qu'on en veut 500 000 ou 1 million? C'est une question qui va se poser. Et au-delà de la production alimentaire, c'est quel est l'impact de ces exploitations agricoles sur le milieu naturel. Bon, la crise de la biodiversité, personne l'ignore aujourd'hui. Donc voilà. Des exploitations qui sont des grosses exploitations qui sont intransmissibles. Et j'entends bien qu'on attend encore une assistance de l'État à base de dégrèvements fiscaux. Donc c'est pas forcément c'est pas un modèle qu'on soutient. Par contre, on recherche une agriculture qui soit plus écologique. Et la complémentarité entre les différents ateliers de production, elle est indispensable pour une agriculture écologique. Ce qu'on a fait dans la modernisation de notre agriculture, on a simplifié les choses au maximum, on a spécialisé les choses, on a en fait introduit uniquement du pétrole dans l'agriculture. Pétrole pour faire les engrais chimiques, pétrole pour faire les produits de traitement, pétrole pour la mécanisation. On a largement augmenté la productivité par unité de main-d'œuvre, mais l'impact énergétique, il s'est pas amélioré. Donc la complémentarité des ateliers de production, ça peut être des fermes complexes. C'est difficile à vivre à l'intérieur d'une exploitation agricole. Mais un cluster de fermes complémentaires ou etc., ça pourrait être très écologiste. Une complémentarité régionale, ça pourrait être très écologique. À partir du moment où on augmente les distances et les transports, ça pose problème. Mais au niveau local, on pourrait avoir des complémentarités et qui rendraient les choses bien plus intéressantes et qui maintiendraient dans les campagnes beaucoup plus d'actifs que simplement des robots avec l'agriculture de précision à base de robots et de GPS qu'on nous vend, qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui. Voilà. J'aurais qu'on parle là. Oui, mais bon, rapidement, mais j'aimerais qu'on parle aussi de la situation sur d'autres continents. Aujourd'hui, les affaires, on est en convention avec Terre de Liens, donc on travaille sur certains dossiers. Donc il faut aussi, il y a ce côté apporteur de capitaux qui est intéressant. Parce que moi, j'ai vu des collègues qui n'ont pas eu les moyens de reprendre l'exploitation familiale, pour faire appel à Terre de Liens pour les aider à rester en place sur leur exploitation. Quand je dis là, ok, nickel, on leur met un cahier des charges qui va vers l'agriculteur bio, ben oui, pourquoi pas. Mais bon, il faut quand même panier l'évolution de l'agriculture qui, en se spécialisant, en apportant du modernisme, a quand même bien amélioré la vie de nos parents et de nos grands-parents
Parce que bon, aujourd'hui, on n'a plus grand monde à mettre derrière les manches, derrière les pioches, ou pour courir derrière le cheval. Hein. Aujourd'hui, on ne trouve plus personne pour ramasser les asperges. J'ai un collègue producteur d'asperges dans la salle. On ne trouve plus personne pour aller en manger. On a de moins en moins de monde qui veut même venir castrer les maïs chez les producteurs de semences. Donc, l'agriculteur biologique, oui, pourquoi pas. Mais les robots vont quand même permettre aussi de travailler plus simplement, plus efficacement, d'une manière saine, parce que bon, vous voulez faire du bio, mais il faut prendre la pioche chaque jour. Moi, je veux faire bio, 540 mètres carrés de maraîchage pour la production familiale. Je vois le temps que j'y passe, je le fais parce que je produis de bons produits, mais aujourd'hui, on voit bien que les gens reculent par rapport au coût, parce que pour rémunérer correctement une famille qui produit du bio, il faut payer le prix, et le vrai prix du produit. Didier, je t'arrête, parce que je pense que c'est un thème qui est très important et qu'on peut reprendre, qui pourrait faire l'objet d'une conférence l'année prochaine. J'aimerais qu'on revienne à l'aspect foncier, parce que je vois l'heure qui tourne et j'aimerais qu'on passe la parole à la salle. Et avant qu'on attaque sur ces aspects d'échange avec la salle, j'aimerais que M. Artin puisse nous situer un peu la problématique au Tchad, en sachant que, bon, il peut peut-être aussi étendre à l'ensemble du Sahel et du continent africain, mais moi j'ai deux choses qui me paraissent importantes. C'est nous, on a tout un arsenal réglementaire qui s'est construit au cours des décennies. C'est pas la situation aujourd'hui, notamment au Tchad. Et d'autre part, en termes de complémentarité qu'on évoquait, je crois qu'il nous a parlé de cette concurrence entre élevage et agriculture, culture. Et il a toute une réflexion au niveau de son projet sur comment marier ces différentes productions et ces différentes activités des agriculteurs. Oui, disons que là, je reviendrai un peu au départ sur la présentation. Entre l'agriculture familiale et l'agriculture d'entreprise. Et c'est vrai que nous, en Afrique, aujourd'hui, l'agriculture familiale représente plus de 95% de notre agriculture. Et si on veut aller vers souveraineté alimentaire, c'est qu'on est obligé d'aller vers une agriculture d'entreprise et donc forcément sur des grandes superficies. Et qui dit grande superficie dit évidemment accaparement des terres, et donc ça c'est le fameux débat sur lequel nous sommes. Et cette notion d'accaparement des terres, c'est pas seulement le chinois ou l'indien qui vient de loin et qui veut des grands espaces pour se développer, mais même vis-à-vis de ces structures industrielles qui veulent se mettre en place et qui sont très très gourmandes en matière de terre, parce que bon, il faut passer de l'agriculture de la houe vers l'agriculture mécanisée. Et évidemment, cette agriculture mécanisée, surtout dans le développement actuel que nous connaissons, c'est le développement sur des très très grandes superficies. Et évidemment, là, je reviens un peu à ce que nous avons, donc un cas concret. Donc on veut développer une ferme moderne avec 500 vaches laitières. Et donc, il était question de mettre en place 1000 hectares en périmètre irrigué. Et sur base de ces 1000 hectares de périmètre irrigué, il y avait quelques facteurs limitants parce que c'était investir énormément d'argent, investir des équipements, aller vers la modernité. Et point de vue éthique, les critiques trouvaient ça quand même assez inconcevable parce qu'on était dans une zone où alimentairement on était déficitaire, où le petit village à côté, où les enfants n'avaient pas les 200 grammes pour faire la bouillie. Et là, commencer à investir en milliards de francs CFA pour produire de l'alimentation pour donner aux vaches, même si en termes de sécurité alimentaire, ça paraît tout à fait normal, mais en termes d'éthique et de conception, s'il y avait quand même quelques limites à pouvoir se déployer de la sorte. Et ça peut même choquer, je dirais, l'environnement de voir qu'on met toute cette batterie pour derrière nourrir les animaux. Et à partir de ce moment, bon, il a fallu aller vers d'autres réflexions.
et résoudre un peu ce problème justement du foncier, parce que justement cette industrie était toujours de plus en plus gourmande, parce que quand on faisait des projections, c'était toujours plus d'espace, plus de terre, toujours plus grand. Et donc le compromis était de partir un cran au-dessus, c'est-à-dire laisser la production aux paysans, et donc les organiser en coopérative, et donc ils seraient propriétaires eux-mêmes de leur propre terre, et donc les aider à ce qu'ils puissent gérer des unités de 100 hectares, donc ne pas aller vers des milliers, mais c'était un peu l'intermédiaire. Et donc, eux, ils allaient faire de la production de masse, et nous, on allait être dans un autre niveau industriel, où on allait récupérer cette production sous forme d'agriculture contractuelle, et faire de la transformation sur place. Et le produit de cette transformation irait à l'alimentation humaine, donc on entre dans l'aspect sécurité et souveraineté alimentaire, et les sous-produits, les récupérer pour faire de l'aliment pour bétail. Et donc là, on pouvait maintenant se permettre, sous ce concept-là, de voir même beaucoup plus grand. Et donc au lieu de parler de 1000 ou 2000 hectares, on s'ambitionne même d'aller peut-être jusqu'à 50 000 hectares, et donc à travers ce système où le paysan est lui-même propriétaire de sa terre, l'aider à entrer ces terres-là en production, et à partir de ce moment, on aurait suffisamment de sous-produits, suffisamment de fans pour pouvoir maintenant aller vers une alimentation de bétail qui éthiquement serait respectable, et en même temps développer cette filière d'aliments pour bétail pour faire de la vache laitière. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a essayé d'appréhender cette notion de foncier sans entrer dans les détails. Bon, maintenant, dans les soubassements, dans notre pays, chaque Tchadien a droit à 5 hectares, donc par simple acte préfectoral, et donc faire des groupements de 20 paysans, on aurait les 100 hectares nécessaires pour passer à la mécanisation, et donc on s'ambitionne de faire autant de groupements par unité de 100 hectares pour pouvoir un peu avancer sur la question. Merci Monsieur le Ministre. Donc un projet très intégré, différent, un contexte différent, situation différente. Il est 11h30 passé, je pense qu'il doit y avoir des questions diverses de la salle. Peut-être on a un représentant du Burkina Faso. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu la situation au Burkina et comment vous voyez cet aspect d'accès au foncier ? Effectivement, par rapport à la souveraineté alimentaire, présentez-vous peut-être. Sylvie Amidou, du Burkina Faso, je suis de la région des Hauts-Bassins, basée à Bobo-Dioulasso, qui représente plus de 60% de la production du Burkina en matière céréale et agricole. Donc, comme l'a si bien dit le ministre du Tchad, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour l'Afrique, surtout que le domaine foncier représente beaucoup pour nos États. Parce que quand vous voyez en Afrique les terrains qui sont attribués pour la production agricole, c'est souvent des chefs de terre qui donnent ces parcelles à des demandeurs. Et souvent, il y a un problème de passage de transhumance pour les animaux. Parce qu'en Afrique, généralement dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de conflits. Et ces conflits, c'est souvent basé entre agriculteurs et éleveurs. Ce qui fait que les exploitations ne peuvent pas se développer comme on sous-entend, parce qu'il faut toujours laisser des couloirs de passage. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine n'arrivent pas à aller dans leurs ambitions. Et c'est pourquoi moi je vois déjà au Burkina, avec l'installation des barrages agricoles, et faire un pôle de développement agricole autour de ces barrages pourrait être un enjeu qui pourra sécuriser non seulement la nouvelle génération qui veut se lancer dans l'agriculture,
et faire en sorte aussi que dans toutes ces régions, il y ait un couloir de passage pour la transhumance des animaux et permettre de mieux organiser ces différents agriculteurs qui veulent s'installer. Parce que généralement, ce sont des bails qui sont promis dans le projet pour un certain nombre d'années. Donc ça pourra sécuriser en matière foncière pour tous ceux qui veulent s'installer dans ce domaine, de savoir le nombre d'hectares que la personne peut prendre pour ses activités agricoles et même d'élevage. Et cela pourra éviter les conflits à l'avenir et permettre non seulement à les agriculteurs d'être dans leur domaine et les éleveurs dans d'autres domaines. Donc je pense que c'est ces actions-là qui pourront faire vraiment développer l'agriculture dans nos différents États et que cette souveraineté, comme on le dit, d'ici 2050, pourra faire porter l'Afrique vers la souveraineté alimentaire. Oui, puisqu'en 2050, c'est une projection de 3,5 milliards d'habitants sur le continent africain. Donc, une production qui sera nécessaire, importante. Merci pour cette intervention. Je pense que ça fait apparaître que la situation est très diverse suivant les différents pays, mais que aussi l'influence des pouvoirs publics et de la réglementation pour aider à la protection du foncier et à la transmission du foncier est quand même essentielle. Des réactions ? C'est un peu ce que j'avais envie de dire, c'est que tous ces exemples montrent l'importance d'une régulation de l'accès au foncier, et qu'en France, si on n'avait pas eu les SAFER, effectivement, ben, on aurait soit une concentration excessive des terres entre quelques mains, soit des investisseurs étrangers qui seraient bien plus nombreux que ça. Et que voilà, pour moi l'importance c'est la régulation. Et effectivement, je disais qu'on travaille aussi avec les SAFER. Il y a en France un schéma régional, c'est le SDREA, le schéma régional des structures, qui définit un peu les tailles d'exploitation agricole et les règles de priorité en fonction des types de production, et que suivent les SAFER comme organisme de régulation. Merci. D'autres remarques ? Merci. Je voulais souligner un point qui n'a pas été souligné par les représentants de la SAFER, c'est que il me semble que chaque vente de terrain passant par un notaire, chaque vente de terrain est obligatoirement signifiée à la SAFER. Ce qui nous fait vraiment une sécurité au niveau des terrains agricoles, c'est que si le notaire a l'obligation de signifier à la SAFER qu'il y a un terrain qui est vendu. Voilà. Donc chaque fois que quelqu'un va signer une promesse de vente, donc sur un bien foncier, obligatoirement les SAFER départementales sont avertis. Et donc on a mis en place au niveau des SAFER en relation avec les différents syndicats agricoles un système d'alerte. Et chaque syndicat agricole diffuse à ses référents l'information localement, et de façon que le référent voit le bien qui est à vendre. S'il est plutôt orienté dans le bon sens, ça ne pose aucun problème, ou si ça peut intéresser d'autres agriculteurs localement, qui s'approchent de la SAFER pour nous dire attention, ce bien va sortir de l'agriculture, les personnes qui veulent ce bien ne sont pas prioritaires, donc peuvent nous demander d'aller à la préemption. Vous parlez aussi des fois du prix, qui est un prix excessif, pour voir aussi si on peut intervenir en révision du prix. Et puis une nouvelle loi qui est arrivée depuis l'année dernière, qui a été discutée au Parlement, on l'appelle la loi Saint-Pastou. Donc aujourd'hui, tous les biens qui sont de système sociétaire doivent être aussi déclarés. Alors la SAFER, elle fait simplement une mission d'étude, et c'est le représentant de l'État qui prend la décision.
Mais donc c'est pareil, pour voir si c'est bien sociétaire, ne sont pas un accaparement de système de grosses sociétés pour récupérer encore plus de surface. Donc depuis disons le printemps, on a vu passer quelques dossiers où on a donné notre avis donc, sur l'orientation des biens, même ces biens sociétaires. C'est important cette régulation parce que ça permet qu'il y ait une transparence totale sur ce qui se fait. Donc la loi foncière va peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus loin, parce que bon, c'est une première avancée, mais bon, on se rend bien compte de toute façon, voilà, donc dans la mesure où on est capable de trouver des jeunes à l'installation, alors bon, aujourd'hui il y a beaucoup de reconversions, mais il faut surtout qu'on installe des gens qui soient capables de vivre du métier. Donc il y a le problème du prix, mais il y a l'organisation agricole tout autour. Donc on a la chance dans le sud de la France d'être organisé plus en système coopératif. Donc il y a essayé de garder en apportant de la plus-value sur nos exploitations. Donc des exploitations qu'on disait de type familial. Hein. Donc bon, dans les départements autour de nous, autour d'une centaine d'hectares. Et qui gardent un tissu rural important. D'autres questions? Oui. Bernard Mouy, donc je fais partie de l'AFDI et on participe à des projets, à des accompagnements de projets à Madagascar. Et à Madagascar, on est sur une problématique qui est de pouvoir faire correspondre les disponibilités de terrain pour mettre en culture et la démographie. Et j'ai un exemple autour de la deuxième ville de Madagascar, Antsirabe. On est passé de 1,5 hectare à 0,4 hectare par exploitation. Et dans cette situation-là, avec un État qui est complètement déficient, et il faudrait pouvoir aller à la reconquête de nouveaux terrains, les re-rendre fertiles. Et la tâche, actuellement, on est sur une espèce de poudrière où c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de migrer, même en interne. Et trouver des solutions, et ce problème démographique, je trouve que on parle là des grandes masses, hein, des 3,5 milliards, mais je pense qu'on ne l'intègre pas suffisamment, en tout cas dans les démarches là-bas, à ces problématiques du foncier. C'est vrai que cet aspect reconquête de terrain, que ce soit des terrains dégradés, des terrains enfrichés ou des terrains artificialisés, Jérémy Giroux en parlait tout à l'heure, c'est de nombreuses années de réparation des terrains et de recréation d'un terrain fertile, une terre arabe, quoi. Je pense que c'est un délai qui est très long, la terrain culte, puisqu'il y a quand même un certain nombre de démarches à remplir, il y a des études à faire, il faut que le préfet soit d'accord, que ça passe par la CDPA, enfin il y a un cheminement qui est quand même assez complexe, et au bas mot, il faut à peu près une dizaine d'années pour arriver à ce... En France, après dans les pays, je connais moins, mais il y a aussi un aspect qu'on n'a pas parlé, c'est aussi chaque territoire a des cultures propres. Enfin, on ne va pas faire du maraîchage dans des cailloux où il n'y a pas d'eau. Il faut aussi remettre un certain nombre de choses aussi à leur place. Des fois, on voit des projets, et Didier pourrait sûrement le dire, chez vous, les terres sont peut-être un peu plus fertiles que certains endroits chez moi, mais quand des porteurs de projets veulent s'installer en maraîchage, il n'y a pas de problème, mais attention, oui, alors ils se mettent sur des terrains, mais installer des gens on sait que ça ira pas au bout, parce que faire des salades dans des cailloux, je ne suis pas maraîcher, hein, mais j'ai quand même une connaissance agricole qui est ce qu'elle est, mais j'ai jamais vu, donc il faut aussi remettre les choses à leur place, et aussi ne pas opposer les systèmes, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde, que ce soit bio, conventionnel ou raisonné. Aujourd'hui, installer, et j'entends très bien Terre de Liens, mais aujourd'hui vouloir installer en masse, et on voit très bien la baisse du bio 60%, aujourd'hui, clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est les consommateurs. Ils n'en veulent pas, pourquoi? Et c'est ce qu'on disait au début, parce que c'est trop cher. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas d'argent. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Faire l'agriculture d'élite, il faut pouvoir se payer. Et quand on prend,
des fois je prends des exemples assez parlants, mais aujourd'hui les premiers producteurs de tomates au monde, enfin de concentré, le premier producteur de tomates au monde, à votre avis qui c'est? J'en étais le premier surpris. Hein. La Chine. Aujourd'hui en France, il faut aussi bien se remettre les choses, il faut quand même remettre dans le contexte. On était deuxième pays européen agricole et exportateur, on était deuxième, on est passé au 6e rang. Quand on parle de souveraineté alimentaire, j'entends un certain nombre de choses, mais c'est soit on produit pour nourrir, ou soit on fait comme mon grand-père et nos grands-parents faisaient, on fait de l'autoconsommation. Moi, nous en campagne, on mangera toujours, hein. C'est pas un problème, on fera comme nos anciens faisaient, on mangera. Mais moi aujourd'hui, la question que je me pose, dans les années 60 jusqu'aux années 80, un hectare au bas mot nourrissait entre 3 et 5 personnes. Aujourd'hui, ce même hectare, c'est pas élastique un hectare, ce même hectare, faut qu'il nourrisse plus de 10 personnes. Donc, moi, je veux bien qu'on est peut-être dans un tournant écologique ou sociétal. Et je pense que les agriculteurs, on a toujours répondu présent, on n'a jamais claqué la porte à personne, mais il y a un moment, il y a un temps d'adaptabilité. Les années 45, les sorties d'hier, on a dit aux agriculteurs, il faut produire pour nourrir les gens, il n'y avait plus à manger. Aujourd'hui, on veut faire marche arrière, mais il faut nourrir plus. Moi, faut qu'on m'explique. D'autres réactions? Oui, Pierre Desséas, Direct Agri Gaillago. On propose des produits et solutions innovantes pour restaurer la fertilité des sols. Est-ce que vous avez des informations concernant l'impact des interventions étrangères dans l'acquisition de terrains? On a parlé à Allier, il y a eu quelques... mais aussi à l'étranger, hein, que ce soit en Afrique et même au Moyen-Orient et puis aux USA, hein, parce que les Chinois achètent des terres, ne regardent pas la valeur de la terre, regardent ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire l'eau. Et une fois qu'ils ont épuisé la nappe phréatique, et ben ils s'en vont ailleurs. Et on a je crois qu'il y a 12 sites dans le monde où on a des grandes situations comme ça, où le sol s'effondre. Donc, bon, ici en Afrique, l'intervention étrangère. Eau et eau de surface, mais aussi eau profonde et non renouvelable. Quelques éléments sur l'investissement étranger ici en France? Alors, investissement en France des étrangers, on a eu les Chinois qui investissaient dans l'Allier, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas là, enfin, c'est tombé à l'eau de part, voilà, ça a fait plouf, mais de part aussi, ce qui a été construit en France. De par les OPA, les organisations professionnelles, qui se sont mis, et les réseaux qu'on a tous, voilà, il y a eu à un certain moment des choses qui se sont mises en place, les SAFER ont joué un rôle, la Chambre d'agriculture a joué son rôle. Il y a un contrôle. Le syndicalisme agricole aussi, dans sa globalité, a joué son rôle, et on en est arrivé à ce qu'on en est arrivé. Des investisseurs étrangers, il y en a, mais sur des productions à forte valeur ajoutée. En viticulture, vous dire qu'il n'y a pas d'investisseurs étrangers, non mais c'est de l'agriculture pareil. En agriculture, dire qu'il n'y a pas d'investisseurs étrangers qui viennent investir en Champagne, qui viennent investir dans les vignobles où il y a de la forte valeur ajoutée, ça serait vous mentir. Donc, mais après, vous dire que les Chinois, ils achètent en France, non. Par contre, il y a des choses qui sont un peu moins, moins visibles parce qu'elles sont peut-être un peu plus biaisées, ou c'est le nord de la France. La Belgique, par exemple, qui déborde. En Belgique, au bas mot, pour avoir un hectare de terrain, c'est entre 30 et 50 000 euros. Donc, et ils n'ont plus assez de production, la production de la pomme de terre en Belgique, c'est énorme. Donc ils viennent en France. Et aujourd'hui, il y a même une période, ils subventionnaient les agriculteurs belges pour qu'ils acquièrent du terrain en France. Et qu'à un moment, stop, on est après, et de ce que disait Didier, de par la loi sans passe-tous, elle n'est pas parfaite, mais comme tout, quand on fait quelque chose, c'est jamais parfait la première fois. Donc il y a des choses qu'il faut encore qu'on améliore. Mais les pays étrangers, oui, ils viennent parce que le nord de la France, c'est un
la pomme de terre, on fait des bons rendements de pommes de terre. L'industrie de la frite et de la chips, il n'y a pas de problème, mais faut mettre aujourd'hui dans le Nord, on arrive à des prix qui vont frôler les prix de la Belgique si on ne fait pas quelque chose, si on frôle les prix de la Belgique dans 10 ans. Aujourd'hui, dans le Nord, on est entre 15 et 30 000 euros l'hectare. Sachant que les transmissions sont quasi faites d'avance. Et voilà, je veux dire, et comment on aurait la chose et comment on fait pour aller de l'avant. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé avec Didier non plus, c'est les consommations de foncier masqué. Nous, ce qu'on appelle consommation masquée, c'est une maison qui se vend parce qu'elle se vend avec 2 hectares. Et aujourd'hui, si on n'est pas vigilant, ces 2 hectares, moi j'ai rien contre les gens qui ont des chevaux, ou autres, mais ces 2 hectares, s'ils partent avec la maison et qu'on n'est pas là pour intervenir et dire ok, vous voulez acheter la maison parce que vous voulez partir de la ville, il n'y a pas de problème. Par contre, les 2 hectares, on met un cahier des charges et vous les louez à un agriculteur du coin. Alors il y en a, ils sont pas contents. Et à ce compte-là, on fait une préemption partielle, si on peut la faire, la maison et le foncier. Monsieur Artin, sur l'accaparement des terres en Afrique, vous avez des données? Bon, disons que je n'ai pas de données, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un très très fort recul. Il y a de cela 10 ans, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de terres qui étaient données, et je pense qu'il y a un bouclier qui s'est levé un peu à travers le monde contre cet accaparement des terres par les grandes organisations, par les grands groupes qui généralement viennent essentiellement de l'Asie du Sud-Est. Et ils se sont confrontés également, ce premier lot-là, à pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils viennent, ils veulent ces terres-là pour produire une production à l'export, c'est-à-dire qu'ils les intéressent pour leur pays. Et il y a eu pas mal d'arbitrage pour ne pas mettre toutes ces terres-là à disposition des produits à l'exportation, mais plutôt faire un compromis entre les produits vivriers et les produits de l'exportation. Donc ça également, ça a beaucoup freiné. Troisième problème sur lequel ces grandes superficies se confrontaient, c'est justement à la législation. C'est-à-dire que l'État attribuait les terres, mais dans la pratique, il se confrontait un peu au traditionnel, à savoir est-ce que la terre appartient à l'État ou appartient à ses premiers occupants. Et généralement, les premiers occupants ont quand même un peu la peau dure et ne se laissent pas faire. Et donc, le processus de régularisation et tout ça prenait énormément de temps. Et donc, ces grands industriels n'avaient pas du tout le temps de passer à chipoter entre le chef de terre, les terres ancestrales et ainsi de suite. Et donc, on voit de moins en moins ces accaparements de terres se faire. Du moins, en ce qui concerne le Tchad, on a attribué beaucoup de terrains à beaucoup de sociétés, mais jusqu'à présent, 10 ans après, c'est toujours pas mis en exploitation. D'où l'importance du contrôle, du rôle public et du poids de la société pour éviter qu'on soit dans un terrain anarchique. D'autres remarques, d'autres questions? Oui. Juste une petite remarque, on a beaucoup parlé pendant ce débat d'acquisition des terrains par la propriété, de mise en production des terrains par la propriété, mais on n'a pas parlé du fermage, ou très peu, il a été juste très peu évoqué avec Terre de Liens, parce que le Terre de Liens reste propriétaire des terrains et le met à fermage. Et c'est aussi une solution qu'on a chez nous, qu'on a chez nous qui est très protégée, qui protège l'agriculteur avec les statuts du fermage qui ont été faits en sortie de la guerre, il me semble. Je n'ai pas les dates en tête, mais ces statuts-là nous permettent, en tant qu'agriculteur, de au moins avoir une baille à faire pendant 3 ans. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même, moi dans mon secteur, mon exploitation, 90% de mon exploitation, je suis en fermage. Oui, mais moi, si je prends mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir faire une acquisition SAFER au moment de mon installation. Je m'étais installé avec 22 hectares, dont 13 en achat SAFER. Donc je dis que ça a été dur à porter pendant quelques années. Le financement c'était en 86.
on était déjà à 48 000 francs l'hectare. Donc voilà, donc heureusement à côté que j'ai trouvé à développer mon exploitation en prenant des terrains en fermage. Donc après les terrains en fermage, donc soit on a la chance de rentrer dans un système de bail 369, bon, et puis que voilà, dans la mesure où vous réglez bien votre fermage, vous avez un bon compromis avec votre propriétaire, les choses se passent bien. Donc après, au niveau des baux à plus long terme, donc il y a eu un aspect fiscal qui fait qu'il y a des propriétaires qui ont été incités au moment de la transmission à leurs enfants de faire des baux à long terme. Donc il y a un certain nombre de baux à 18 ans qui sont arrivés et qui font que bon, ça soit quand même bien quelqu'un sur une carrière s'il peut avoir un bail à 18 ans qui est souvent après succédé par un bail de 9 ans. Voilà. Donc moi ça a été aussi mon cas sur une partie d'exploitation. Donc heureusement que j'ai eu ça parce que bon, donc j'étais installé en 86, je prends ma retraite en fin d'année et au cours de mon exploitation j'aurais acheté 25 hectares à peu près. Et j'en ai travaillé jusqu'à 140. Voilà. Donc aujourd'hui c'est transmis au GAEC, mais sous forme de location bien sûr et pour long terme pour les exploitants du GAEC. Oui, l'importance du statut de fermage, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dedans, c'est quand même un outil très franco-français, mais qui est très protecteur pour l'agriculteur et qui est salutaire pour maintenir des exploitations. Si on n'avait pas le statut du fermage, il y aurait une précarité qui serait dangereuse. Voilà, et aujourd'hui on voit bien dans l'acquisition, et puis Terre de Liens confronte un peu au même problème, c'est le poids du bâti. Dans une acquisition, dans une succession, c'est le poids du bâti qui fait que on a des difficultés. Et aujourd'hui, là, cette affaire, quand on a acquis un bien, on ne peut pas garder le bâti en stock. Donc la priorité va à celui qui va prendre l'ensemble dans le bien bâti. Parce que malheureusement, voilà, cette charge de bâti, bon, on voit avec Terre de Liens, parce que bon, ils aident beaucoup de personnes donc, à maintenir, à garder le foncier. Mais donc, souvent sous condition que le candidat prenne le bâti à sa charge. Pendant que tu as le micro, Didier, est-ce que tu peux dire rapidement, en une minute, un peu le mot de la fin de ce débat sur l'enjeu du foncier, sachant qu'on a abordé les aspects de protection du foncier, les aspects de transmission du foncier, les différents outils mis à notre disposition, et puis la diversité des situations entre, je dirais, une France où on est avec une protection relativement bonne, même si elle n'est pas suffisante, oui, et des pays où il n'y a aucune protection. C'est vrai qu'aujourd'hui, même par rapport à nos collègues européens, on est envié d'avoir pu mettre en place ce système de protection du foncier en France. Bon, si on rencontre des collègues, même dans le département, certains trouvent que la SAFER va beaucoup trop loin dans ses prérogatives, que le schéma des structures tel qu'il a été rediscuté par la profession intersyndicale au niveau de la région, plutôt que de faire que les surfaces augmentent, on était donc il y a une vingtaine d'années autour de 80 hectares à peu près au niveau des schémas de structure moyens dans le département. Aujourd'hui, en 2 étapes, on est redescendu à 54 hectares. Donc voilà, bon, ce qui fait que ça fait poser des questions, mais bon, on a bien pris en compte la protection de ces exploitations à caractère familial. Donc plutôt des petites exploitations, et après, bien sûr, en fonction de la disponibilité, on n'empêche pas aux exploitations de se restructurer ou de travailler en GAEC ou de travailler plus en commun, quoi. On a de gros GAEC qui sont mis en place, qui sont entendus à 3 ou 4 exploitations pour améliorer leurs conditions de travail, de créer une seule unité, tant mieux. On ne peut qu'encourager les gens à travailler ensemble. Et finalement, on retrouve ce que disait notre ami tchadien, parce que le système coopératif doit le mettre en place avec une vingtaine d'agriculteurs pour 100 hectares. Bon, la difficulté, c'est qu'il va falloir apprendre à ces gens à travailler ensemble et à avancer ensemble. Mais bon, on se rapproche quelque part du système coopératif qui a maintenu une région sur la production végétale chez nous. Si on n'avait pas eu une coopérative comme l'Imera, dont on est propriétaire, tous les adhérents,
et qui nous a apporté de la plus-value, parce qu'on parle beaucoup du maïs et du maïs semence, mais bon, il faut regarder à côté tous les côtés qui ont été développés par la coopérative pour apporter de la plus-value sur les exploitations. Donc hier, on rencontrait une production, aujourd'hui c'est le verre de farine avec la société inverse, ça a été porté par la coopérative. Demain, c'est la production de jeunes pousses, de petites graines qui vont donc être produites sur les exploitations dans des conteneurs pour un choix qui est recherche à restauration, donc d'apporter des jeunes pousses de plantes au niveau des repas. Ça va apporter une plus-value sur certaines autres exploitations. Au moment, ça a été les canards, en gavant les canards. Donc le système coopératif chez nous est un très bon support. Merci. Monsieur Gaffard, un mot de la fin? Oui, un petit mot quand même. On voit bien que quand même, en tant qu'agriculteur, on est quand même des entrepreneurs. Et qu'on ne peut pas entreprendre dans l'insécurité. Et dans l'insécurité du foncier, de la mise à disposition du foncier, c'est peut-être ce qui a très bien marché en France, c'est d'apporter aux paysans une sécurité et la possibilité de construire quelque chose. Après, moi je reprendrai le petit exemple de Madagascar. Voilà, 0,4 hectares, c'est la rivière familiale. Et à côté, vous avez des terres qui sont dégradées. Donc, simplement, ça montre aussi l'importance de respecter le milieu naturel. Et ces terres sont dégradées. Pourquoi pas? Parce que c'est des dizaines d'années de déforestation. C'est parce que le principal système de cuisson à Madagascar, c'est encore le petit charbon, enfin plutôt le petit fourneau à charbon de bois. Et que, en fait, après, il y a le bruit. Donc le respect, la connaissance et le respect du milieu naturel, et d'essayer de ne pas dépasser ce que peut faire le milieu naturel, c'est aussi extrêmement important dans notre métier d'agriculteur. Parce qu'en tant que paysan, on occupe l'espace et que cet espace, il appartient à tout le monde. Moi, je ne veux pas opposer les différents systèmes, mais il faut faire attention à ça si on veut avoir une agriculture durable et si on veut toujours être là en 2050. Merci. Monsieur Artim, monsieur le ministre, un mot. Alors, vous avez vu, on a des situations quand même très très différentes. Vous avez dû rêver de voir les outils qu'on a. Oui, même si on a des situations qui sont tout à fait différentes, moi je pense que agriculteur, c'est avant tout la terre. Parce que, et tant qu'on ne solutionne pas le problème de la terre, quel que soit le chemin à travers lequel on va y arriver, pas de terre, pas d'agriculture. Et donc, ce côté-là nous rapproche beaucoup plus qu'il nous éloigne. Et je pense que là, on est très loin un peu de cet entrepreneuriat virtuel, qui n'est fondé sur rien. C'est que nous, on a du concret, on a du vivant. Et tant qu'on a du concret et du vivant, il faut des hommes derrière pour pouvoir atténuer ça et avancer. Un grand merci. Monsieur Géraud avait un autre rendez-vous, il a dû nous quitter, mais il nous demande de l'excuser, de s'être excusé avant la fin. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Merci à toute la salle d'être restés et je vous invite au nom du président d'ADI à nous rejoindre sur le stand ADI qui est dans le hall 1 et à y passer. Vous y serez toujours accueillis. Et pour accéder à l'enregistrement. Alors là, on a l'association Le Projecteur qui a accepté de faire une captation vidéo de cette conférence. Dès qu'elle pourra être mise en ligne, je vous en ferai part. N'oubliez pas de remplir la feuille d'émargement et on vous diffusera le lien. Merci à tous.